En tant que futur ergothérapeute, il se peut que vous ayez à travailler avec des patients atteints d'une ataxie. Au Québec, une forme d'ataxie en particulier est très fréquente dans certaines régions spécifiques, soit l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay. Dans cette capsule, nous répondrons donc à la question qu'est-ce que l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay et quel est le rôle de l'ergothérapeute associé à la clientèle atteinte de cette maladie. L'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay, ou l'ARSAX, est une maladie neuromusculaire héréditaire et infantile débutant vers l'âge de 1 ou 2 ans. Elle est décrite comme un trouble du mouvement commun à toutes les lésions du cervelet et qui conduit à une coordination altérée qui n'est pas due à de la faiblesse, de la spasticité ou à des contractures. Il existe 3 types d'ataxie, soit l'ataxie sensorielle, vestibulaire et cérébelleuse. L'ARSAX, qui est une ataxie de type cérébelleuse, est caractérisée par une atteinte progressive du cervelet et des faisceaux pyramidaux de la moelle épinière touchant les nerfs responsables des mouvements, de l'équilibre et de la coordination du corps. Cette maladie est nommée en référence aux régions de Charlevoix-Saguenay car elle a été découverte et décrite pour la première fois par des médecins de la province du Québec. Elle est plus fréquente dans ces régions spécifiques, mais des cas d'ARSAC se présentent dans le monde entier. Les cas sont plus fréquents dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord. Il s'agit de la deuxième ataxie la plus répandue après les ataxies de Fred Ragg. La prévalence exacte de la maladie dans le monde est inconnue, probablement car elle est encore sous-diagnostiquée. Le Québec aurait la plus grande communauté de patients atteints dans le monde, avec un nombre de patients supérieur à 300. Pour ce qui est de l'aspect génétique, le phénotype de l'ARSAX découle de la mutation du gène SAX. Ce gène code une protéine, la saxine, qui est hautement exprimée dans le système nerveux central, particulièrement dans le cortex cérébral, l'hippocampe et les cellules de Purkinje au niveau du cervelet. La saxine est aussi retrouvée dans les cellules de la peau, les muscles squelettiques et en plus faible concentration dans le pancréas. La fonction spécifique de cette protéine n'est pas encore bien connue, mais certaines hypothèses laissent croire qu'elle serait impliquée dans des mécanismes de repliement de protéines et qu'elle aurait un rôle dans le contrôle de la qualité des protéines. Une mutation de ce gène engendre donc la perte de certaines de ses fonctions, entraînant des impacts neurologiques. Des études récentes ont démontré que le positionnement des mutations sur le gène SAX pourrait être lié au degré de sévérité de l'atteinte observée chez une personne. Bien qu'il existe une homogénéité phénotypique nette chez les patients québécois atteints de l'ARSAX, on observe une certaine hétérogénéité phénotypique chez les patients non québécois, notamment l'absence de spasticité ou d'anomalies rétiniennes et une apparition plus tardive des symptômes. Un dépistage de la mutation SAX est donc souhaitable même lorsque le phénotype classique de la maladie n'est pas représenté, particulièrement si le sujet n'est pas originaire de la région Charlevoix-Saguenay. L'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay est une maladie héréditaire récessive. Cela signifie qu'un enfant ayant 2 parents porteurs d'un même gène défectueux peut développer la maladie si les parents transmettent chacun leur copie du gène muté à l'enfant. Dans la région de Charlevoix-Saguenay, la présence importante du gène muté s'explique par l'effet fondateur, un phénomène se décrivant lorsqu'un petit groupe, nommé groupe fondateur, provenant d'une plus grande population de départ, est responsable de peupler une nouvelle région. Le sous-groupe transporte donc une partie du bagage génétique de la population d'origine. Alors, si cette nouvelle population porte des gènes de maladies héréditaires, ces maladies ont tendance à devenir plus fréquentes dans celles-ci, d'où la prévalence élevée dans la région spécifique. En ce qui concerne le tableau clinique, cette ataxie est une maladie de longue durée qui a une progression lente pouvant mener à une perte d'autonomie car les symptômes affectent les 4 membres. Elle peut parfois rester stable pendant quelques années, mais habituellement, c'est une affection qui s'aggrave rapidement durant l'enfance et l'adolescence et la courbe évolutive a tendance à s'aplatir par la suite. Dans les débuts de la maladie à l'enfance, l'atteinte pyramidale domine le tableau clinique. La spasticité est un des symptômes évolutifs les plus souvent présents, mais elle peut être absente exceptionnellement. C'est surtout une spasticité des membres inférieurs avec des réflexes cutanés plantaires comme le signe de Babinski et des changements au niveau des réflexes ostéotendineux tels qu'une amplification du réflexe rotulien et une abolition au niveau achillien qui sont présents. De l'incontinence ainsi que des déformations des pieds et des mains peuvent aussi être observées. Par la suite, les signes cérébelleux sont modérés au début de la maladie. Par contre, les atteintes cérébelleuses s'aggravent habituellement lors de l'adolescence. En effet, cela amène généralement à une ataxie du tronc, causant des troubles de démarche ainsi qu'une maladresse lors de l'exécution des mouvements fins.
La progression de ces atteintes est aussi associée à une dysarthrie, qui est un trouble concernant l'articulation de la parole. Les atteintes périphériques ou la neuropathie sensitivo-motrice deviennent plus évidentes après 30 ans. En effet, les déficits moteurs progressent habituellement avec l'âge dans cette pathologie. La diminution graduelle des réflexes achilléens, l'affaiblissement de la perception des vibrations dans les jambes ainsi que l'atrophie musculaire progressant des membres inférieurs vers les membres supérieurs avec l'atteinte progressive des nerfs périphériques amènent fréquemment une perte de la marche vers 41 ans en moyenne. Cette perte se produit entre 17 et 57 ans en général, amenant l'utilisation d'un fauteuil roulant. D'ailleurs, entre l'âge de 20 et 35 ans, les personnes atteintes doivent souvent utiliser une canne ou une marchette pour se déplacer. Selon leurs conditions, ces individus nécessitent de plus en plus d'assistance pour réaliser les activités de la vie quotidienne. De plus, plusieurs symptômes non évolutifs peuvent être observés tels qu'une dysphagie occasionnelle et des tremblements des mains. Certaines études suggèrent aussi qu'il y aurait des atteintes des fonctions cognitives comme au niveau du QI non verbal. Pour ajouter, les descriptions du tableau clinique particulier ont fait rapidement l'état d'anomalies au niveau oculaire. En effet, on peut souvent observer un trouble de la motilité oculaire, un nystagmus horizontal qui est un mouvement d'oscillation involontaire et saccadé d'un ou des deux yeux, ainsi que de nombreuses anomalies lors de l'examen du fond d'œil par exemple. L'âge moyen du décès est de 51 ans, malgré que certains patients peuvent survivre jusqu'à 70 ans, mais dans un état de grabbatisation avec de très grandes atteintes et une faible qualité de vie. Le diagnostic clinique de la maladie est établi à partir d'une évaluation neurologique, de telles imageries comme des IRM et des scanners, des examens neurophysiologiques tels que l'électromyographie, ainsi que des examens ophtalmiques de la rétine. L'IRM permet de révéler des anomalies sur le plan anatomique, telles qu'une atrophie de la partie supérieure du vermis cérébelleux et de la moelle épinière, des hypo- et hyperintensités linéaires dans la partie latérale du pont, l'élargissement des pédoncules cérébelleux moyens, une atrophie bilatérale du cortex pariétal et l'amincissement du corps calleux. L'électromyographie met en évidence les anomalies dans la conduction nerveuse. L'examen de la rétine peut également être utile pour établir le diagnostic à l'aide d'une fundoscopie ou tomographie par cohérence optique. Il est aussi possible d'effectuer des analyses génétiques pour identifier les mutations causales chez le patient ayant reçu un diagnostic positif et pour établir un diagnostic prénatal lorsque les parents ont été identifiés comme porteurs du gène muté. Le diagnostic différentiel inclut les autres ataxies autosomiques récessives, telles que l'ataxie de Friedreich et l'ataxie avec déficience en vitamine E, et les formes héréditaires de paraplégie spastique, particulièrement la paraplégie spastique 20. Suite au diagnostic de la maladie, le patient bénéficie d'un suivi neurologique périodique. Actuellement, il n'existe aucun traitement curatif contre l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay. En effet, aucun traitement n'a, à ce jour, fait preuve de son efficacité. Cependant, des traitements médicamenteux existent pour contrôler la spasticité. Des traitements orthopédiques et des chirurgies sont également possibles. Au niveau orthopédique, on parle de plâtrage en série, d'implantation d'orthèses de cheville ou d'orthèses plantaires. Ces procédés orthopédiques et chirurgicaux sont utilisés pour retarder et diminuer la déformation des pieds et l'apparition de contractures articulaires. Par exemple, les principales interventions chirurgicales réalisées sont l'arthrodèse, soit la fixation de la cheville et l'allongement des tendons d'Achille. Bien évidemment, les interventions dépendent de la sévérité de l'handicap que cause la maladie. Il n'y a aucun moyen de prévenir l'ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay chez le nouveau-né ayant reçu une copie du gène défectueux de chacun de leurs parents. Cependant, ce gène peut être dépisté simplement, rapidement, et le procédé est peu coûteux. D'ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean offrent des tests pour dépister les porteurs de cette maladie. Ces tests sont offerts à toute personne de plus de 18 ans, les personnes souhaitant avoir un enfant ou ceux qui ont au moins un grand-parent biologique originaire d'une de ces trois régions, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix ou la Haute-Côte-Nord. Plusieurs recherches sont actuellement en cours afin de développer un traitement qui pourrait soulager les symptômes de la maladie et évidemment un traitement curatif. D'ailleurs, la Fondation Ataxie Charlevoix-Saguenay a pour mission d'aider à découvrir et d'aider à développer un traitement pour l'ARSAX. La Fondation finance à chaque année plusieurs projets de recherche scientifique visant ultimement à trouver un remède. L'intervention avec cette clientèle nécessite l'action conjointe de plusieurs professionnels de la santé afin d'améliorer la qualité de vie des patients.
En ce qui concerne le rôle de l'ergothérapeute au sein de l'équipe, il évalue les besoins en équipement spécialisé pour les déplacements, comme les aides à la marche, et pour les transferts, tels qu'un lève-personne, selon l'autonomie du client. De plus, il adapte le milieu de vie du patient pour favoriser l'accessibilité et un fonctionnement sécuritaire. L'ergothérapeute peut aussi agir au niveau du milieu de travail. En effet, il peut sensibiliser les employeurs afin de favoriser l'intégration de la personne atteinte en ayant un horaire plus adapté à ses capacités résiduelles et à son niveau d'énergie, ainsi qu'en lui fournissant un poste de travail plus adapté. Chez les patients qui présentent des symptômes de dysarthrie, il est possible pour l'ergothérapeute, en collaboration avec l'orthophoniste, d'intervenir directement sur le langage. L'ergothérapeute peut aussi éduquer l'entourage de la personne en enseignant des méthodes et stratégies de communication efficaces afin de favoriser l'inclusion et la participation sociale de la personne atteinte. Pour conclure, dans cette présentation, nous vous avons présenté une description étoffée de la maladie, incluant ses symptômes, son diagnostic, ses traitements et le pronostic, ainsi que ses aspects génétiques. Quelques rôles que pourrait avoir l'ergothérapeute dans l'intervention avec cette clientèle ont également été abordés, mais ce n'était qu'un aperçu. Les répercussions de cette affection sur les personnes atteintes ont un grand impact sur l'acceptation de leur maladie ainsi que sur leur qualité de vie. De plus, comme mentionné, cette maladie est peu connue, donc il est très important de continuer à sensibiliser la population et à s'informer afin de diminuer les préjugés et favoriser une bonne intégration sociale des personnes atteintes de l'ataxie récessive spastique autosomique de Charlevoix-Saguenay. Nous vous laissons donc sur cette question. En tant que futur ergothérapeute, quels moyens pourriez-vous utiliser pour permettre cette sensibilisation dans le futur?